Bonsoir tout le monde. Voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi sur des aspects un peu plus pratiques des finances communales à travers des exemples concrets qui ont trait aux dépenses et aux recettes d'une commune à travers le document ici que vous voyez. Alors ce document, vous le connaissez peut-être, on en a déjà parlé, c'est le mémorandum de Brûlot-Calice et de la conférence des bourgmestres. Alors, il n'a pas été préparé que par Brûlot-Calice et la conférence des bourgmestres, mais il a été aussi élaboré avec les experts communaux et dans le cadre de la matière qui nous rassemble ce soir avec les receveurs, dont Marianne Derue et Philippe Demolle, que nous avons déjà entendus aujourd'hui. Alors, ces dossiers sont importants parce qu'ils feront sans doute l'actualité dans les prochaines années et ils seront aussi peut-être débattus avec vous au sein de vos conseils communaux. Au niveau des recettes, la fameuse dotation générale aux communes, je pense que vous en avez déjà tous et toutes entendu parler. Alors c'est un instrument qui permet de financer les communes en libre affectation, c'est-à-dire que les communes reçoivent pour 2025 430 millions d'euros qu'elles peuvent utiliser comme elles l'entendent. C'est aussi un instrument de solidarité puisque chaque commune ne reçoit pas la même somme, mais elle reçoit une somme déterminée en fonction de critères spécifiques et des spécificités de chaque commune. Donc des communes, entre guillemets, un peu plus aisées recevront un peu moins par rapport à des communes, par exemple, de première couronne. On en avait déjà discuté dans l'introduction, mais par rapport aux communes des autres régions, les communes bruxelloises reçoivent 2 fois moins proportionnellement que leurs homologues wallonnes et flamandes. Et évidemment, pour Brûlot-Calice et la conférence des bourgmestres, ça n'est pas normal. D'autre part, le système d'indexation n'est que de 2% par an. Il ne suit pas l'indexation réelle. Et comme vous le voyez, si l'indexation de la dotation générale aux communes avait suivi l'inflation réelle, les communes auraient eu droit à 40 millions d'euros supplémentaires sur la législature. Alors les enjeux, c'est un peu un marronnier. Chaque législature, on nous dit, le gouvernement dit, on va revoir la dotation générale aux communes, on va revoir les critères, certes, mais pour nous, il n'est pas possible de revoir ces critères si cela engendre des gagnants et des perdants au sein des communes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de glissement d'argent entre communes, si bien que nous demandons à ce que l'enveloppe ne soit pas fermée, mais qu'elle soit augmentée. De même, le mécanisme d'indexation doit, selon nous, être revu. Étant donné que les communes reçoivent moins au niveau bruxellois, eh bien, il va falloir trouver l'argent ailleurs. Et Marianne et Philippe en ont parlé tout à l'heure. Par quels moyens? Les taxes. Et essentiellement les deux, ici l'IPP et le précompte immobilier. Il y a 2 enjeux par rapport à ces 2 taxes, c'est d'avoir une certaine prévisibilité budgétaire. Mais c'est un peu comme vous, pour avoir un bon budget, il faut savoir combien est-ce qu'on gagne. C'est la même chose pour une commune. Et c'est ce qu'on essaye de notre côté de renforcer, c'est cette prévisibilité budgétaire qui n'est pas aisée puisque ce sont 2 impôts qui sont partagés. Pour l'impôt des personnes physiques, eh bien, il est perçu par le SPF Finance. Et donc, nous sommes en contact avec le SPF Finance pour essayer d'assurer une meilleure perception et d'essayer d'avoir les informations les plus correctes possibles, le plus tôt possible, pour que les receveurs puissent établir un budget qui est plus proche de la vérité. Pour le précompte immobilier, c'est encore plus compliqué, parce que comme vous le voyez, il y a 3 acteurs, le fédéral, la région et les communes. Et là, nous essayons de mettre ensemble, autour de la même table, les acteurs pour essayer d'avoir, dans la même idée que l'impôt des personnes physiques, une meilleure perception, de manière à avoir un budget le plus proche de la vérité. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, il y a une proposition qui a été effectuée, c'est la mise en œuvre d'un précompte immobilier différencié. Alors, les sourcils s'étaient un peu froncés lorsque cette proposition avait été formulée, mais dans les faits, un PRI différencié, ça existe déjà. Est-ce que vous connaissez la prime Biome? C'est une prime qui vous permet de déduire de votre précompte immobilier une certaine somme. Eh bien, quelque part, c'est déjà un précompte immobilier différencié puisque vous ne payez pas, en tant que propriétaire habitant, la même somme que d'autres personnes qui loueraient leurs biens. Les subventions, subsides et appels à projets. Là aussi,
C'est un dispositif qui permet aux communes de développer des projets dans des politiques parfois ciblées. C'est un avantage, mais ça présente également toute une série d'inconvénients. Une charge de travail qui s'accroît, puisque pour préparer les projets, il faut du temps. Les dossiers ne correspondent pas, ne sont pas les mêmes. Et puis, les subventions se terminent. Quand on a engagé du personnel, quid, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, les communes se retrouvent face à des dilemmes par rapport à ça et par rapport même à l'existence du projet, puisque un projet qui aurait pu être cofinancé deviendrait à charge totalement d'une commune, si bien que des réflexions ont été menées et nous nous sommes positionnés pour revendiquer plusieurs choses, dont la mise en place d'un calendrier provisionnel. Les subventions, projets, ça arrive parfois un peu plot, tout à coup il y a une publication qui se fait, et là on se dit tiens, on va sauter dessus, on va essayer d'y arriver. Et donc, c'est pas une question de précipitation, mais ça permettrait évidemment de savoir où on va, de préparer un peu plus en amont le fait de rentrer un dossier, et aussi l'établissement d'un droit de tirage. Alors je vais essayer d'illustrer ça rapidement. Imaginons que 20 millions d'euros soient mis à disposition de la région en matière d'environnement. Sur ces 20 millions, 10 millions pourraient être tirés par les communes en fonction de leurs besoins. Si, par exemple, en 2026, la commune se sent prête à mettre en œuvre le projet, elle se dit, voilà, je suis prête, je tire la part qui m'est attribuée et je mets en place ce projet. Alors j'en profite pour vous rappeler que Brulocalis tient à jour une base de données subventions et subsides. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur notre site, faites-le. En ce qui concerne les dépenses, un petit point d'attention, c'est le profil particulier d'une commune. Une commune consomme, une commune emploie, une commune investit et une commune exerce principalement des missions de service aux citoyens. Et Belfius avait démontré que via ce profil particulier, ils étaient beaucoup plus sensibles à l'inflation. C'est ce qu'ils avaient appelé le panier du bourgmestre. Et on voit en 2022 que l'inflation réelle était de 113, c'est l'indice. Mais pour les communes, l'inflation réelle n'était pas ressentie, mais était vraiment plus que ressentie, puisqu'elle culminait à 120. Les investissements, je ne sais pas si vous le saviez, mais les investissements publics représentent un tiers des investissements du pays. Et les communes sont donc des moteurs de l'investissement. Les communes bruxelloises ont budgété en 2024 700 millions. Ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est les pourcentages. C'est de voir, par exemple, en 2022, le taux de réalisation, c'est-à-dire sur les 100% projetés, 68% ont été réalisés. Et quand je parle de moteur de l'économie, ce n'est pas seulement l'économie locale, c'est aussi l'économie nationale, voire même européenne. On le verra tout à l'heure dans la deuxième partie de la présentation, puisque les communes construisent des bâtiments, des commissariats de police, des places, des routes. Et l'enjeu pour cette législature, évidemment, ce sera au niveau financier. Est-ce qu'elles pourront continuer à être des moteurs de l'investissement comme elles le sont actuellement? Le personnel, point très important, c'est le visage de vos communes. Ils sont en contact avec les citoyens et ce n'est pas étonnant que l'essentiel des ressources va dans ce poste-là avec 41%. Deux grands enjeux. On touche ici aux matières de personnel, c'est l'attractivité de la fonction. L'attractivité, comment faire pour pouvoir attirer les nouveaux profils? Comment faire pour pouvoir être compétitif avec les entreprises privées? C'est un challenge que vos communes vont devoir relever dans les prochaines années. Alors, il y a eu une aide de la région durant la précédente législature pour revaloriser les barèmes, pour permettre d'attirer ces profils, puisqu'il y a une concurrence d'une part qui se fait avec la région. La région, souvent, dans les faits, permet des salaires plus importants, mais il y avait aussi une concurrence entre les autres régions, les autres communes des autres régions, si bien qu'en collaboration avec la région bruxelloise, cette revalorisation a permis de limiter ces écarts. Cependant, la marge de manœuvre des communes est limitée. On en a déjà discuté, les communes doivent assurer l'équilibre financier de CPAS, de zones de police et d'hôpitaux publics, et parfois même réinjecter un peu d'argent en fin d'année lorsque l'équilibre financier pour les CPS ou pour les zones de police ne sont pas atteints.
Et donc, la marge de manœuvre est limitée et c'est parfois compliqué pour les communes d'engager de nouvelles personnes. On voit que ces dépenses de transfert sont de plus en plus importantes et comptent pour plus d'un tiers maintenant des dépenses. Alors ces dépenses de transfert, quelles sont-elles? On le voit, je prends l'exemple ici des CPAS. En 5 ans, les dépenses des dotations CPS ont augmenté de 30%. Les crises successives sont passées par là. De nouveaux profils poussent les ports des CPAS. L'Arizona ici a dans son intention de limiter les allocations de chômage et la pression sur les CPS et partant, les besoins financiers vont être beaucoup plus importants. Nos zones de police aussi ont connu une importante augmentation de leur budget, 93 millions d'euros sur la précédente législature. Je ne sais pas si vous le saviez, hein, c'est quand même aussi un sujet d'actualité, mais comparé aux autres régions, les communes bruxelloises payent 2 fois plus par habitant leur police. La fusion des zones de police est actuellement un débat, je ne vais pas rentrer là-dedans, je pourrais vous en parler assez longuement, on pourra en parler à la pause ou après, au repas après, mais elles payent 2 fois plus cher leur police et elles sont aussi largement sous-financées. Nous avons estimé le sous-financement des polices locales à Bruxelles à 500 millions d'euros, un demi-milliard sous la prochaine législature. Pourtant, les communes et les zones de police mettent tout en œuvre pour assurer la mission première de la police locale qui est la proximité. Il existe une norme au niveau national qui prévoit qu'il faut un agent de quartier par 4000 habitants. L'Arizona compte maintenant renforcer cette norme et la faire passer à 2000 habitants. Actuellement, pour les 6 zones de police, cette norme, en moyenne à Bruxelles, est de 1 agent pour 1380 habitants. C'est un argument qui est peu audible pour le moment avec ce qui se passe, mais c'est pourtant la réalité. Les zones de police, les communes investissent dans leur police de proximité. L'épée de Damoclès, alors c'est un peu humoristique ici, cela va être le grand dossier de la prochaine législature. C'est quelque chose qui n'est pas très sexy, c'est un dossier qui est assez technique, c'est le dossier de la pension des agents statutaires des administrations locales. Et pour en parler, je vais céder la parole à Serge Pittet d'Etias, que j'invite à me rejoindre. Serge. Merci William. On parle d'épée de Damoclès, donc je remercie les organisateurs de me consacrer 2 heures de temps pour vous embarquer dans les matières des pensions. Ah non, c'est 1/4 d'heure qui m'a été réservé, donc on va essayer de faire au mieux. Bien évidemment, je ne pourrai pas développer l'ensemble de ces thématiques, et donc l'essentiel de mon propos va se concentrer sur la remise de certaines clés, certains éléments dont je vous invite à vous emparer au plus vite, si ce n'est déjà fait. Donc j'aborderai les pensions dans le secteur local, l'enjeu de la statutarisation et de l'emploi contractuel. J'évoquerai également les difficultés du financement, la fameuse épée de Damoclès, avec l'ensemble des réformes qui sont en route, une nouvelle fois. Je n'ai pas suivi les secteurs locaux depuis 1995, mais je suis rentré à la SMAP en 1997 et je peux vous dire que depuis, j'ai suivi énormément des réformes qui sont intervenues, notamment avec le ministre Dardenne, le ministre Bacquelain, toute une série de choses que vous allez voir tout de suite. Le coût des pensions, Bruxelles, ah oui, c'est une région à part entière, avec ses propres réalités, et vous verrez effectivement que là, tantôt il y a de l'homogénéité et tantôt de grandes divergences. Alors des solutions en vue, mais oui, effectivement, mais elles ne sont pas miraculeuses, malheureusement. Alors que fait Etias ici ce soir? Etias, avant de parler d'Etias, moi je vais vous parler de la SMAP, la Société mutuelle des administrations publiques, qui a été créée en 1919 et qui a vu une caisse pension créée en 1924, créée par le secteur local, le secteur provincial. Et donc la quasi-totalité des grandes villes et des provinces belges nous ont confié historiquement la gestion des pensions. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, alors que nous calculons et payons plus ou moins la moitié des pensions des agents statutaires
dans le secteur local et provincial, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, quand on parle de pension, nous impacte au premier chef. Et donc, nous sommes très concentrés sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous verrez peut-être, dans le cadre de vos mandats, des invitations à certaines assemblées générales, mais aujourd'hui, oui, ETIAS est détenu par le secteur public à 100%, dans la mesure où le fédéral, la région wallonne, la région flamande et ETIASCO, donc la participation du secteur local dans ETIAS, représente aujourd'hui l'arborescence. On parle de pension, on entend souvent parler, quand on entend parler d'ETIAS, de deuxième pilier de pension. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le deuxième pilier de pension, s'il est systématique dans toutes les communes et dans tous les CPS que vous représentez ici, représente peu de choses par rapport à l'activité pension chez nous. Nous gérons, comme je le disais, la moitié des pensions des agents statutaires et des mandataires dans le secteur local. Ça représente plus ou moins 1,3 milliard d'euros d'encaissement chaque année. Plus ou moins 70 000 pensions payées chaque année. Vous dire aussi que cet encaissement, aujourd'hui, il représente plus ou moins la moitié de l'encaissement au niveau de la compagnie d'assurance. Donc si demain, et j'en parlerai tout de suite rapidement, on débranche la prise des pensions dans le secteur local gérées par ETIAS, vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Alors nous sommes connectés à l'ONSS, nous sommes connectés au service fédéral des pensions, nous sommes connectés à plus ou moins la moitié des communes et CPS bruxellois représentés notamment ce soir. Pour les personnes, et parce que j'ai vu qu'on était plutôt branché QR code, je me suis dit, je vais aussi mettre quelques QR codes dans la présentation. Donc pour ceux qui veulent approfondir la matière, n'hésitez pas quand vous recevrez la présentation d'aller scanner ces QR codes. Nous gérons les pensions de la COCOF, nous gérons certaines pensions de la région, le CIAMU, Bruxelles Propreté, l'ancienne province de Brabant, quelques provinces également. Et donc, nous sommes très concentrés aussi sur l'enjeu des hôpitaux publics. Alors ici, pour ce qui concerne la pension dans le secteur local, l'enjeu, oui, la nomination, je t'aime, moi non plus. Alors je vous conseille aussi la lecture d'un focus édité il y a déjà quelques temps par Bruxelles Pouvoirs Locaux, qui vous donne ici quelques clés de comparaison sur l'emploi dans les différentes communes et CPS bruxellois. Alors lors de la soirée d'inauguration, ou d'ouverture ou de lancement des formations, plusieurs choses ont été dites. Moi qui couvre avec l'équipe l'ensemble du pays, je parcours la Flandre et la Wallonie régulièrement, on voit à Bruxelles quand même des choses très particulières. Non seulement le taux de statutarisation est encore plus élevé qu'en Wallonie et en Flandre, mais non seulement dans certaines communes, on a des politiques de nomination automatique. Dans certaines autres communes, on ne nomme plus du tout. Et je ne vous parle pas des divergences de politique RH entre l'administration communale et le CPS dans une même commune. Alors on en parle beaucoup dans les réformes qui, normalement, vont être mises en route et en œuvre maintenant. La différence de traitement entre agents contractuels et agents statutaires dans le calcul des pensions. Alors, clairement, on voit un nivellement, d'une certaine manière, des pensions dans le secteur public par toute une série de mécanismes pour rapprocher à terme le montant de pension des agents statutaires par rapport à la pension des agents contractuels. Alors, on en parle beaucoup aussi pour différentes raisons, les différences de pension pour les hommes, pour les femmes, les carrières partielles, et tout ça a un impact important. Donc là aussi, je vous invite à consulter le site de PensionStat qui vous donne toute une série d'informations toujours très intéressantes pour pouvoir vous documenter. Alors, effectivement, quand on voit ce titre, vous avez dit « Difficulté pour le financement des pensions des agents statutaires ». Comment ça fonctionne-t-il ? L'épée de Damoclès, oui, elle est bien là, au-dessus de la tête des entités locales, puisque les entités locales sont le seul niveau de pouvoir qui, et c'est ce qu'il faut retenir de ce slide, finance seul, d'une certaine manière, les pensions de leurs agents statutaires. Je ne vois pas encore les 5 minutes, donc je me dépêche encore. Alors, on aime bien aujourd'hui représenter l'enjeu du financement des pensions dans le secteur local par un jacuzzi, parce qu'en réalité, l'eau, elle chauffe de plus en plus, et ça n'est pas neuf, effectivement, puisque avec la réforme d'Ardenne en 2012, la réforme Baclén en 2018,
on a eu de cesse de rajouter des couches de cotisation, tout simplement parce que le robinet, où on voit à droite en bas, le coût des pensions augmente. Oui, un vase clos qui doit être alimenté par vous, par le secteur local, et donc on augmente les taux de base, on crée des cotisations de responsabilisation, on pousse tout le monde à mettre un deuxième pilier en place, et donc à Bruxelles, le deuxième pilier est généralisé à 100%. Lors de la soirée inaugurale, on a bien entendu aussi que la préoccupation première, et vous le voyez tout au-dessus à gauche, c'est l'enjeu du financement des pensions. Qu'est-ce que cela va donner demain? Il faut s'en emparer. La politique, au niveau de la gestion du personnel dans les pouvoirs locaux, oui, on vous pousse historiquement à contractualiser, mais le fait de contractualiser, d'une certaine manière, fait en sorte qu'il y a de moins en moins de cotisations pour financer les pensions de vos agents qui arrivent à la pension. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et ça devient très compliqué. Alors, l'enjeu du financement, c'est augmenter les cotisations, mais augmenter les cotisations, comme on le disait là tout de suite, il y a des dépenses, il y a des recettes, mais c'est toujours très très difficile. Alors bien évidemment, à un moment donné, on arrive à la xème fois où on se demande comment on va encore faire pour financer les pensions. Alors le comité de gestion du fonds de pension solidarisé a mis sur la table quelques pistes de réflexion, quelques pistes de solutions. Elles ne sont pas très nombreuses en réalité. Ce que le secteur espère, le secteur local espère, c'est que le fédéral, d'une certaine manière, intervienne de manière plus importante. Alors le coût des pensions, si vous voulez suivre cela de manière plus poussée, il y a un gros curseur, ce sont les projections émises par le service fédéral des pensions qui vous montrent comment évolue le taux de base, le coefficient de responsabilisation et forcément, d'une certaine manière, quels vont être les montants de pension à payer. Donc ça, c'est quand même assez important à suivre. Alors on a vu dans certaines publications de Brulocalis également toute une série de chiffres, mais qui sont vraiment effrayants dans la mesure où, quand on voit sur les 51 pouvoirs locaux, l'évolution de la charge de pension entre 2019 et 2028, on passe de 330 millions à 540 millions. C'est la charge de pension, donc c'est ce que vous devez d'une certaine manière financer. Mais comment? Effectivement, sur base d'une cotisation de base qui est calculée sur une masse salariale statutaire, mais la masse salariale statutaire qui diminue de plus en plus. Et donc, de cette manière, on voit que même si la masse salariale statutaire globalement ici augmente un petit peu, ça ne permet pas de compenser l'évolution de la charge de pension qui est vraiment explosive, comme je l'ai indiqué juste avant. Alors la cotisation de base, vous voyez, ça c'est le pourcentage de cotisation qui est prélevé sur la masse salariale. Mais vu que l'on ne nomme pas énormément, plus énormément de manière générale, mais elle n'évolue pas très fortement. Par contre, la cotisation de responsabilisation, c'est-à-dire une cotisation qui est mise à charge du pouvoir local qui coûte plus au système qu'il n'y contribue, ce montant-là explose. On passe de 52 millions à 220. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc le déficit entre cotisation, et merci Steve pour la petite indication, le déficit de cotisation entre ce que vous contribuez par rapport à ce que vous coûtez au système est de plus en plus important. Comment va-t-on faire pour pouvoir assumer cela dans le temps? Alors les effets interrégionaux, vous êtes aujourd'hui au sein d'une entité locale, mais dans un système fédéral. On est dans la solidarité au niveau du financement des pensions aujourd'hui. Alors vous savez que dans la mesure où, dans les pouvoirs locaux que vous représentez, le deuxième pilier a été mis en place, vous pouvez déduire une partie de ce coût, très partiellement encore aujourd'hui, une partie de ce coût de la facture de responsabilisation. Et très concrètement, la plupart des entités bruxelloises sont responsabilisées. Quelques entités ne sont pas affiliées au fonds de pension solidarisé, mais ça reste aujourd'hui des exceptions. Sur ce slide, ce qu'il faut retenir, c'est que de par la mise en place du deuxième pilier généralisé à Bruxelles en 2022, les entités bruxelloises ont pu, d'une certaine manière, profiter ou utiliser un incitant fédéral à la mise en place du deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est un incitant fédéral dont il est question dans l'accord de gouvernement. Alors, pour toute une série de raisons, vous pouvez aller consulter cet accord de coalition fédérale. Maintenant, en termes de pension ou du financement des pensions, voilà ce qui
ce qu'il y apparaît. J'aurais pu vous montrer 5 ou 6 slides sur les réformes des calculs des pensions. Nous suivons ça de très près aussi, mais ce n'est pas l'enjeu de la présentation ici. Donc ce qu'on lit ici, c'est qu'il est question que le fédéral va intervenir, ou voudrait, ou devrait intervenir, je ne vais pas dire qu'il voudrait, mais devrait intervenir pour soutenir le secteur local dans le financement des pensions. Tout doit encore être écrit, tout doit encore être négocié, mais aujourd'hui, bien évidemment, ce sont les entités locales qui doivent encore supporter tout cela de manière très importante. Donc le seul conseil que je peux donner à l'ensemble des conseillers et des mandataires présents ce soir, c'est de continuer à se documenter, c'est de continuer à travailler sur des projections chiffrées pour voir quel est l'enjeu financier de l'impact de votre gestion RH. Donc tantôt vous allez nommer, tantôt vous allez contractualiser, mais effectivement, comment cela va s'impacter dans le temps. Et donc pour tout cela aussi, si vous êtes intéressé par cette matière, n'hésitez pas une nouvelle fois à consulter les QR codes. J'ai mis en dernière slide les quelques sources d'informations que je vous invite très sincèrement à les consulter et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Alors, j'ai l'honneur de conclure les 2 heures ici par 3 slides, des perspectives, un acteur clé, un principe essentiel, et alors le tandem commune-région. L'acteur clé, on a beaucoup parlé du secrétaire communal la dernière fois. Aujourd'hui, c'est le receveur communal que nous souhaiterions mettre en avant, le grand argentier de la commune. Il fait face à de grandes responsabilités. C'est un métier qui est assez peu connu. Il doit faire face à une complexification toujours plus grande de son métier, avec des moyens souvent limités. Ils n'ont pas de cabinet, ils ont parfois des adjoints. L'évolution des textes est continuelle, ils doivent s'adapter. Et ils doivent aussi composer avec toute une série de facteurs exogènes et surtout de nombreuses incertitudes. Alors, j'ai failli le dire, le receveur n'est pas le refuseur. Alors, parfois, il va dire non, il a de bonnes raisons, mais il est surtout votre partenaire, c'est-à-dire qu'il est là pour construire avec vous les aspects financiers, le développement de votre commune. Il est surtout aussi disponible pour répondre à vos questions et à vos interrogations. Au sein de votre commune, il existe des commissions, dont une commission sans doute budget. Elles portent des noms différents en fonction des communes, mais vous aurez l'opportunité dans ce cadre-là de pouvoir poser vos questions à votre receveur communal. Le principe essentiel, la neutralité budgétaire, et c'est quelque chose au niveau de Brulocalis que nous avons eu et que nous n'aurons de cesse de défendre tant auprès de la région qu'auprès du fédéral. Alors qu'est-ce que c'est finalement ce principe de neutralité budgétaire? Il est le corollaire et la réponse au phénomène de report de charges. C'est l'adage de celui qui décide paye. C'est-à-dire, on le voit par exemple ici avec l'Arizona qui décide de limiter les allocations de chômage à 2 ans. Cela va entraîner des reports de charges sur les CPS, des dépenses supplémentaires. Et donc, nous estimons que le fédéral doit compenser ces surcoûts entièrement auprès des pouvoirs locaux. Et donc, de manière générale, pour toutes les mesures qui auraient des conséquences pour une commune ou pour un CPAS, elles doivent être quantifiées de manière à ce qu'elles soient compensées. Et comment faire pour arriver à ce que ce principe de neutralité budgétaire soit atteint? C'est par la consultation et la concertation avec ces 2 niveaux de pouvoir. Et enfin, le tandem commune-région. Pour un tango, il faut être 2. Il n'y a pas de région forte sans commune forte, et il n'y a pas non plus de commune forte sans région forte, et encore plus au regard de la situation actuelle. Les communes et la région doivent être partenaires. Il n'y aura pas de politique efficace sans l'action de terrain tant des communes que des CPAS. Il y a une porosité entre les niveaux de pouvoir. On sait que cette porosité s'étiole, d'une part, sans doute principalement aussi par rapport au décumul qui empêche
le lien qu'il y avait avant entre, entre ces deux niveaux de pouvoir. Et il y a deux demandes principales que nous souhaitons porter au niveau de la région. C'est d'une part, c'est peut-être simple, mais c'est très important, c'est que tout ce qui doit fonctionner, fonctionne. Alors au niveau financier, cela sous-entend une bonne perception des impôts et un dialogue permanent. Et enfin, pour conclure, dans le contexte budgétaire actuel, je crois qu'il ne faut pas se leurrer, il faut être lucide. Ça va être difficile pour tout le monde, les communes le savent. Vous allez peut-être devoir, vous-même, opérer des choix compliqués, difficiles, qui ne vont pas être évidents. Mais voilà, il va falloir, en concertation avec la région, que la région offre aux communes le cadre pour que vos communes puissent déployer leur autonomie communale et leur autonomie fiscale. Je ne peux que vous souhaiter une bonne législature et également en espérant que les bases qui vous ont été prodiguées aujourd'hui vous servent tout au long de l'exercice de votre mandat. Merci beaucoup.